Bonjour, bonsoir, je suis Muriel, ingénieure agronome pour AgroEden, la garantie d'une agriculture saine. Après l'étude préliminaire, vous poursuivez votre réflexion, notamment la stratégie marketing en place qui a fixé à qui vendre, quoi vendre, comment et à quel prix. Tout d'abord, les vendeurs se focalisent souvent sur le prix auquel ils vendront leurs produits, mais ils doivent être conscients que d'autres facteurs influent également. Par exemple, si votre acheteur finance le démarrage de la campagne agricole, acceptez de vendre à un prix inférieur à celui du marché si vous savez que l'acheteur continuera à acheter votre produit sur le long terme. Vous savez que votre créneau dans ce cas est assuré, on ne se casse plus la tête. Un autre critère pour le prix, ça va être sa qualité. Si votre stratégie de marché cible la qualité, cela doit se refléter dans votre prix. Le volume des ventes va être le dernier critère que je vais évoquer quant au prix. Un volume minimum est nécessaire pour pouvoir faire une offre intéressante aux acheteurs. Gardez aussi à l'esprit que le temps consacré aux tâches administratives et aux activités de gestion peut être lourd. C'est pourquoi dans un premier temps, limitez le nombre d'acheteurs. Maintenant, si on rentre dans les conditions d'exportation, comment est-ce qu'on va exporter? Est-ce qu'on va contacter directement les entreprises? Est-ce qu'on va passer par une plateforme? Comment est-ce qu'on va procéder? Par rapport aux produits qu'on va envoyer, existe-t-il des restrictions? Sont-ils permis ou non? S'il y a des restrictions, sur quels produits alimentaires exactement? Est-ce que ce sont les animaux vivants? Est-ce que ce sont des viandes? Est-ce que ce sont les plantes? Est-ce qu'on a besoin d'une licence? Il faudrait également se demander s'il existe des accords commerciaux préférentiels. Comme on avait vu dans la vidéo sur le business d'exportation avec la Chine, on voit qu'il y a des baisses de tarifs, des points qui peuvent permettre de favoriser les échanges. Vous voyez si dans votre cas, cela existe. À l'inverse, est-ce qu'il y a des mesures de défense commerciale qui s'appliquent par rapport à votre produit dans le pays dans lequel vous allez exporter? Tout comme il peut aussi y avoir des impôts et des droits additionnels qui s'appliquent sur votre marché d'exportation. Tout ça peut contribuer à vous rendre moins compétitif. Il faut y penser. Maintenant, est-ce qu'il y a des exigences techniques en termes de santé, de sécurité? Est-ce qu'un certificat sanitaire est nécessaire? Si oui, selon le pays où vous exportez, quels sont les certificats à fournir, etc. Et c'est dans votre pays que vous pourrez avoir tous ces papiers. Vers quel organisme se diriger? Ce sont des réponses que vous trouvez dans votre pays et il faudra vous diriger vers les organismes responsables, ministère de l'Agriculture, etc. Les exigences en termes d'emballage, ça c'est très important. C'est pour ça que je vais un petit peu rentrer dans le détail à ce niveau. Donc en matière d'emballage et de préparation pour l'exportation, il faut savoir que les acheteurs vont préférer certains types d'emballage plutôt que d'autres pour garder le produit en bon état et augmenter l'efficacité lors de la manutention. En Occident, par exemple, ce sont les machines qui gèrent la manutention et pas l'homme. En tout cas, il y a des limitations légales. En France, par exemple, c'est maximum 55 kg pour les hommes et 25 kg pour les femmes. Petit clin d'œil aux féministes. Puis pour revenir aux importateurs, c'est logique. Qui veut perdre son temps à emballer une deuxième fois des produits? L'objectif est de gagner en temps et en efficacité. Donc, pouvoir déplacer la marchandise sans qu'elle s'ouvre est un excellent point. Vous fournissez l'emballage adéquat non seulement pour vos acheteurs, mais aussi pour les clients finaux. Ce qui nous amène au prochain point. L'étiquetage est-il obligatoire ou facultatif? L'emballage aura des conséquences sur l'étiquetage, donc le choix des étiquettes collées sur les emballages est important. Et tout cela rentre également dans une stratégie marketing. En plus de ça, d'autres réglementations doivent être respectées, telles que le niveau de propreté, les tests de dépistage de l'aflatoxine pour les cacahuètes et autres noix, le taux d'humidité du produit, etc. Bref, à ce niveau, il est vraiment question de sécurité publique, de sécurité sanitaire, sécurité environnementale, et il est donc nécessaire de mettre des informations telles que les ingrédients, la date limite de consommation, etc. Selon le contexte du produit que vous souhaitez exporter, vous pouvez penser à la protection de la propriété intellectuelle. Vérifiez comment la propriété intellectuelle est protégée dans le pays d'importation. Vérifiez si et comment l'indication géographique doit être protégée, s'il y a besoin de brevets, etc. Maintenant, la préparation de la vente et l'organisation du transport. Selon le cas dans lequel vous êtes, vous pouvez partager les responsabilités ou non avec les acheteurs ou les importateurs.
tout doit être défini dans un accord contractuel. Par exemple, si les agriculteurs s'organisent en groupement de producteurs, ils peuvent réunir leurs marchandises et la vendre directement à l'acheteur grâce à un pôle exportation qu'ils ont créé dans leur groupement. Sinon, les agriculteurs peuvent vendre à un exportateur avec lequel ils peuvent avoir signé un contrat. En tout cas, lorsqu'il existe bel et bien un contrat entre agriculteurs et exportateurs, ils doivent être tenus au courant des décisions prises et sur quelle base pour se sentir intégrés à la filière et les fidéliser dans leur engagement. Il n'est sinon pas rare de faire appel à un transitaire, qui va être une aide éventuelle pour le processus d'exportation et de transport. Le transitaire est celui qui va organiser parfois la collecte et la livraison de la marchandise. Il négocie les tarifs de fret avec les transporteurs, il réserve les espaces de fret, il peut s'occuper du conditionnement, des assurances et préparer les documents douaniers en votre nom. Maintenant, nous allons parler des Incoterms. Incoterms, c'est le diminutif de International Commercial Terms. Excusez mon anglais, pardon, je ne suis pas anglophone. Bref, continuons. Les Incoterms vont tout simplement distribuer les obligations entre l'acheteur et le vendeur lors d'une transaction commerciale et éviter les litiges. Il existe des Incoterms multimodaux, c'est-à-dire aériens ou maritimes. Mais ceux qu'on va voir là présentement sont adaptés pour les marchandises en conteneur. Je vais prendre en exemple Cyprien, un abonné. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais disons qu'il exporte du gingembre depuis Cotonou. Donc le premier Incoterm s'appelle EXW, Ex-Works. Donc dans cet Incoterm, vous mettez juste à disposition vos marchandises dans votre entrepôt de production. Par exemple, Cyprien utilise cet Incoterms-là. Ça veut dire que Cyprien exporte le gingembre de son usine qui est à Cotonou. Il l'emballe et la marchandise est disponible dans l'entrepôt. C'est maintenant l'acheteur qui doit venir chercher. Le deuxième Incoterms s'appelle FCA. FCA signifie Free Carrier. Dans le premier cas, dans vos locaux, vous procédez au chargement des marchandises sur le moyen de transport de l'acheteur. Exemple, depuis son usine, Cyprien est responsable de charger son gingembre sur le bateau ou l'avion que choisit l'acheteur. Dans le deuxième cas, Cyprien achemine le gingembre jusqu'au lieu d'embarquement, port ou aéroport, où il va être déchargé aux frais de l'acheteur. Dans tous les cas, l'acheteur prend en charge la majeure partie du transport. Les formalités dans le pays d'exportation incombent au vendeur. Le troisième Incoterm s'appelle le CPT, Carriage Paid Tool. Le vendeur prend en charge la marchandise jusqu'au port de destination, mais s'il y a un problème avec la marchandise entre-temps, c'est la responsabilité de l'acheteur. Par exemple, Cyprien qui vend le marchandise jusqu'au port de Londres, imaginons, il va payer tous les frais jusqu'à Londres, mais l'acheteur aura éventuellement pris soin d'assurer la marchandise s'il y a un problème entre-temps. Le quatrième Incoterm est le CIP, Carriage and Insurance Paid To. Le vendeur prend en charge la marchandise jusqu'au port de destination, mais s'il y a un problème avec la marchandise entre-temps, c'est de la responsabilité de l'acheteur, encore une fois. Par exemple, Cyprien vend le gingembre jusqu'à Londres. Il paiera tous les frais jusqu'à Londres, mais il aura pour obligation de souscrire à une assurance jusqu'au lieu d'arrivée désigné dans le contrat. Le cinquième Incoterm est le DAP, Delivered at Place. Le vendeur ici prend en charge le transport des marchandises jusqu'au point de livraison convenu dans le pays de destination. Dans notre exemple, Cyprien livre le gingembre jusqu'au pays de destination et le lieu convenu avec l'acheteur. Ainsi, sauf si le contrat de transport en dispose autrement, l'acheteur londonien règle les formalités douanières, le paiement des droits et taxes dus en raison de l'importation et le déchargement des marchandises à destination. Sixième Incoterm, le DPU, Delivered at Place and Loaded. Ici, le vendeur assume donc tous les risques et coûts liés au transport des marchandises et à leur déchargement jusqu'au lieu désigné. Avec Cyprien, celui-ci livre le gingembre jusqu'au pays de destination, jusqu'à Londres et jusqu'au lieu convenu avec l'acheteur. Peut-être son entrepôt, peut-être, je sais pas, peut-être la maison de l'acheteur londonien, je ne sais pas. Mais il doit aussi décharger sur le lieu d'arrivée.
Septième Incoterm, Delivered Duty Paid. Ici, c'est le seul Incoterm qui confère le niveau maximal d'obligation au vendeur. Ce dernier assume tous les risques et frais, y compris de dédouanement jusqu'au lieu convenu. Seuls les frais d'assurance et de déchargement à destination sont à la charge de l'acheteur. Par exemple, ici, Cyprien va livrer le gingembre dédouané à son acheteur et la marchandise est prête à être déchargée. L'acheteur londonien, lui, endosse les frais d'assurance et le déchargement. Maintenant, si vous voulez transporter des marchandises en vrac, comme des céréales, bon, vu le contexte, j'en doute un peu, mais ça pourrait être peut-être les pommes de terre, le haricot. Bref, pour le vrac, il vous faudra vous familiariser avec les Incoterms maritimes. Le premier est le FAS, Free Alongside Ship. L'acheteur assume les frais et risques lorsque les marchandises sont placées le long du bateau au port d'expédition désigné. L'acheteur supporte ainsi tous les coûts relatifs à la marchandise à partir du moment où elle a été livrée, c'est-à-dire chargement, transport maritime et déchargement du navire. Cyprien qui vend son gingembre à l'acheteur londonien ne sera plus responsable de rien lorsqu'il aura fait placer sa marchandise le long du bateau, donc sur le quai, prête pour le chargement. L'acheteur prendra le relais à ce moment. Le deuxième Incoterm maritime, c'est le FOB, Free on Board. Ainsi, à la différence du FAS, l'Incoterm précédent, le chargement du navire désigné par l'acheteur incombe au vendeur, au port d'embarquement convenu. Exemple, Cyprien qui exporte le gingembre doit livrer la marchandise jusqu'au port d'expédition, mais doit aussi faire charger le gingembre à bord du navire. Troisième Incoterm maritime, le CFR, Cost and Freight. Ici, l'acheteur assume les risques sur la marchandise dès lors qu'elle est livrée à bord du navire dans le pays d'exportation, alors que le vendeur supporte les coûts selon les termes du contrat de transport jusqu'à l'arrivée des marchandises au port de destination convenu. Attention, le déchargement n'est pas compris dans les frais. Typiquement, Cyprien qui vend le gingembre qu'il exporte va payer tous les frais jusqu'au port d'arrivée à Londres. Seulement, l'acheteur va couvrir les risques au moment où le gingembre sera chargé dans le navire au lieu d'expédition. Le quatrième Incoterm s'appelle CIF, Cost Insurance and Freight. Le vendeur livre la marchandise sur le navire au port d'embarquement convenu. Le vendeur se charge des formalités d'export et règle les droits et taxes liés. L'acheteur prend en charge les frais à l'arrivée des marchandises au port de destination et les formalités à l'import, en payant les droits et taxes liés bien évidemment. Le vendeur prend à sa charge l'assurance maritime contre les risques de perte ou de dommages de la marchandise. Donc, dans l'exemple, ça donne quoi? Cyprien, lui, s'occupe de tout, depuis l'entrepôt de Cotonou jusqu'au port de départ à Cotonou toujours. Puis il gère les frais liés au dédouanement. Son acheteur londonien, quant à lui, prend le relais en termes de frais dès l'arrivée de la marchandise à Londres, soit du déchargement jusqu'à l'acheminement au lieu de destination finale. Bon, on a fait le tour des Incoterms. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette deuxième partie. Bravo à ceux qui sont restés jusqu'ici, parce que je sens que vos têtes chauffent déjà. C'est vraiment pas simple à comprendre. Mais vous m'avez posé la question de comment on exporte, donc je vous réponds. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé cette vidéo. Je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me suivre non plus sur Instagram, Facebook, Twitter, Spotify. Je vous dis à dimanche. Je ne sais pas encore si je fais la partie 3 sur le business d'exportation et puis on passe à un autre sujet, ou bien je parle d'encore autre chose, évidemment toujours sur l'agriculture, peut-être la machinerie, peut-être comment cultiver. Donc on verra. En tout cas, merci pour votre écoute, prenez soin de vous.